Ça va? Toi, t'aimes trop les problèmes. Non, c'est un but qui avait lieu en CONCACAF, donc LAFC, face aux Tigres de André-Pierre Gignac. Donc, je roule. Dites-moi si normalement il ne devrait pas avoir de problème. Bah là, pour l'instant, ça marche pas. Tout va bien. Très bien. Ce sera pas long. Donnez-moi une petite seconde. Finale contre l'Allemagne, les gars, pour le Brésil. Ah, l'Allemagne, bien joué. Ah, ben ok. Ça, je trouve ça vraiment bizarre. Oh. Il a fait Live Studio, c'est bon. Ouais. Non, vous avez pris un 4-0, le Portugal, là, contre l'Allemagne. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ça? Je parle des Jeux Olympiques. J'ai toujours eu de la misère contre l'Allemagne. Peu importe le niveau. Ah, ok, ouais. Ça se passe pas bien. Tu ris, mais comme il y a des Et c'est mental. Non, c'est vrai, il y a des choses, il y a des vrais blocages comme ça. Il y a des rapports socio-économiques là. Qui se Non, mais des fois, c'est mental. Il faut un match. Bon. C'est bon. Mais on va le regarder comme ça, c'est plus simple. Donc, on va couper le son. C'est parti. Premier visionnement. Attends, t'as donné le contexte, Reg? Oui. Oui, on en a parlé pendant que tu regardais contre qui le Brésil jouait contre l'Allemagne. Je l'ai donné à ce moment-là. Exactement. Ok, j'ai une seule question pour vous alors. C'est parti, on t'écoute. Non, je laisse décrire le but. Red, il faut dire quelque chose. Ouais, écoute, on regarde les gars. On dirait que c'est la première fois que je fais la chronique, les gars. Juste, on regarde le but, c'est cool. Donc, on regarde le but. Voilà, donc c'est Vela, voilà, qui joue dans les petits espaces. Ce beau ballon, hop, salope. Et c'était gentil. il a l'intelligence de ne pas la toucher. Il a été gentil, hein? On rappelle cet événement entre Luis Nani et Cristiano qui allait marquer ce but d'anthologie. Et Nani décide de la toucher et il y a hors-jeu, donc du coup le but est annulé. Oui, tu avais une question, si, on t'écoute? Non, parce que je trouve ça intéressant le point de. Est-ce que c'est Matt Doyle, Sof, qui a partagé ce but? Ouais. Qui demandait, qui disait que c'était vraiment le LAFC était la plus belle équipe d'MLS dans l'histoire de la MLS et notamment au niveau de ce tournoi où ils avaient vraiment fait un très très ils avaient très très bien joué. Je pense que jusqu'à la 70e minute où ils tiennent le match contre les croyait là. Ouais, c'est ça, mais après on y croyait, mais aussi à juste titre au niveau de la qualité du jeu. Je pense qu'ils ont battu 2 équipes mexicaines durant le tournoi. C'était pas rien. Qui sont durs à battre en effet. Mais là, donc il y a vraiment 2 trucs que j'aimerais noter, que j'ai noté dans ce but. 3 trucs. Bon, tout d'abord, ça part d'une touche. Hein. Donc souvent, on avait eu une émission comme quoi maintenant il y avait des coachs, des touches, etc., que souvent c'était un ballon perdu. Donc le ballon part d'une touche. Et à noter vraiment, il y a 2 joueurs à noter. Il y a le numéro 7 qui est ici, Latif Blessing, milieu offensif ghanéen. Et le numéro 14 ici, Mark Anthony Kay, qui est canadien, un mec de Toronto. Donc, ces 2-là sont très, très importants dans cette action-là. Tout d'abord, Kay, il reçoit le ballon, pas très bien, je suis d'accord, mais il y a personne autour de lui, il a le temps. Il envoie un ballon dégueulasse, non négociable. Que vraiment, non, mais c'est vraiment là, le ballon, là, tu vois, il s'apprête à faire un truc que tu sais, ça va pas être très, très bon ce qu'il va faire. Un ballon non négociable qu'il envoie. Et c'est là que, voilà, donc le ballon, et on s'entend, hein, le Latif Blessing, il fait 5 pieds 3. Il est très petit, comme tu peux voir. Et c'est là que je vais mettre le focus sur lui et que je répète toujours cette phrase que j'aime de Cruyff qui dit la qualité technique d'un joueur, c'est pas le nombre de jongles et de passements de jambes qu'il peut faire, mais c'est vraiment au niveau des contrôles et du timing. Et là, ce qu'il fait, ce contrôle-là, en fait, il rétablit la situation. Déjà, tac, il garde le contrôle, il garde le ballon, et il attire des joueurs avec lui. Et juste avec cette action-là, 1, 2, 3 joueurs dans le vent. Okay. Donc là, il récupère quand même un ballon dégueulasse de Kay qui lui a donné tout à l'heure. Donc avec ce contrôle-là et avec ce qu'il vient de faire, 3 joueurs dans le vent, tac, il lâche le ballon. L'intelligence aussi de celui-là de le remettre tout de suite en une touche. Et on retrouve notre ami Kay qui était là-bas
qui fait un ballon de merde, il se retrouve là, au milieu de terrain, et là, il devient un acteur principal, il est au début et à la fin de l'action. Donc là, on le voit. Fait le changement d'aile au complet. On retrouve notre ami Vela qui décroche énormément. Il se retourne, un petit 1-2 avec Kay, il le remet à Kay, et c'est Kay qui fait la passe décisive, pied gauche, petit ballon parfait. Et voilà. Donc, vraiment, j'ai vraiment aimé ce but. C'est vraiment parce qu'il y a deux personnages vraiment majeurs. Donc, c'est vraiment donc Blessing, Kay d'abord avec ce ballon-là, Blessing avec ce contrôle, la garde, il voit qu'il va nulle part, la remet derrière en une touche, superbe. Donc là, le changement d'aile est maintenant complet. Et là, l'action se poursuit. Et après, bon, Carlos Vela, on sait que c'est un joueur de classe, garde le ballon, toujours en mouvement, en une touche de balle. Et on retrouve Kay pour la finition. Mais voilà. Donc ce but, très très belle construction. Voilà. Marc-Anthony Kay, c'est un gars qui a été flushé de TFC 2, qui se retrouve en USL après une saison. LAFC va le chercher pour, je pense, 200 000 $. Un des rares transferts entre la USL et la MLS, puis il a explosé. Là. À partir de ce moment-là, il se retrouve dans la sélection canadienne. Ça a été un acteur hyper important au milieu de terrain. Il est aussi polyvalent. Il peut jouer sur le côté gauche en défense. C'est un joueur... Mais là, c'est pas mal parce que je trouve... Pourquoi j'aime ce but, c'est Sid qui l'a choisi. Merci d'ailleurs. J'aime ce but parce que je trouve on voit un joueur qui, au début de l'action, c'est vraiment pas bon ce qu'il fait. C'est vraiment, comme il dit David, il prend même pas le temps de contrôler, il prend pas l'information. Je sais pas si on lui dit qu'il a le temps de contrôler ou pas, mais il y a personne autour de lui. Il envoie une banane, une sacoche dégueulasse. Puis là, t'as le deuxième acteur qui là, lui, contrôle le ballon, avance. Ensuite, il revient sur ses pas, il efface 3 joueurs. La passe en une touche de l'autre, et puis là, le changement d'aile, il est complet. Et puis ça, malgré tout, ce qui a noté aussi, c'est que ce qui a pu permettre cette action-là, c'est aussi finalement le déséquilibre tactique de Tigres à ce moment-là, parce que qui est 3 joueurs qui soient pris au piège par Blessing qui accélère, et tu as vu quand Kay récupère le ballon, il y a un no man's land alors qu'on on a déjà dépassé le milieu de terrain de Tigres, et tu vois là, donc déjà sur la touche, t'en as qui sont éliminés aussi, tu vois. T'en as déjà 3 qui sont éliminés et ils vont en rééliminer 3 et tu vois, ils sont tous là-bas. Je sais pas si on peut. Non, mais je suis d'accord avec toi, ils sont tous du côté gauche du terrain. Il y a un déséquilibre complet au milieu de terrain, ce qui permet finalement à Kay, parce que lui, il a le jeu en face de lui, bien vu, il a accompagné l'action. Ouais, exact. Et après, comme tu as dit, tout est fait en mouvement au final. Parce que, mais ils sont toujours en mouvement. Vela, il est toujours en mouvement. Tac, il donne, il est en mouvement. Tac, il redonne. Mais même l'arrière-gauche qui fait la proposition à Kay avant qu'il la transmette à Vela, il vient de l'arrière aussi. Il vient et puis il se dit, bon, bah là, on est en supériorité numérique, il faut apporter le surnombre. Et un truc que j'avais dit aussi, excuse, Zah, je te laisse après, l'appel, souvent, l'appel de l'attaquant ici, qui va essayer d'attirer celui-là. Hop. Et puis du coup, lui, il est plus dans le jeu, mais bon, là c'est ce défenseur-là qui doit couvrir le buteur. Mais toujours, comme on parle souvent des buts que j'ai analysés, on parle souvent de la course de l'attaquant. J'aime bien la course de l'attaquant qu'il voulait l'avoir. Il ne l'a pas eu, mais il a quand même été un joueur qui a été un acteur intéressant. Et puis là, franchement. Par contre, est-ce que tu penses que celui qui marque, il lobe ou il veut juste faire la passe à l'autre? C'est dur à dire. Honnêtement, c'est dur à dire. Le gardien, je trouve, il fait une sortie elle est un peu bizarre, sa sortie au gardien, je trouve. Puis juste, il se jette, il hésite. Je pense que l'attaquant a comme pour objectif de vraiment, le gardien, il sort, il veut juste la mettre au-dessus. Ouais. Après, j'imagine que là où il est rendu, il veut la mettre au-dessus dans les buts. Ça donne que, non, franchement. Mais en tout cas, pour te reprendre, Sid, là, sur ce que tu viens de dire sur le commentaire de celui qui a posté la vidéo, je trouve effectivement que c'est une équipe comme LAFC, c'est une très très belle vitrine, je trouve, pour la MLS par rapport au championnat mexicain, etc., qui sont, enfin, de ce qu'on dit, de niveau au-dessus, et c'est prouvé aussi par les résultats. Mais parce que c'est un des rares matchs que j'ai vu en plus. Oui, parce qu'il y avait Gignac.
Ça te prenait un Français Non, pour regarder. mais c'est surtout que j'ai découvert aussi que j'avais les chaînes et je suis tombé sur ce match-là et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et ça fait plusieurs fois que je regarde LIFC et effectivement, je prends beaucoup de plaisir à les regarder et j'adore ce petit blessing là. Parce qu'en plus de ça, ce que tu n'as pas dit, Red, c'est qu'il est archi polyvalent durant la saison. Oui, il peut jouer attaquant, il peut jouer milieu offensif. Et il a joué dans tous les postes au milieu de terrain aussi. Dans la saison, il a joué à tous les Red, est-ce postes que au tu milieu peux de remettre terrain parce que- le but? J'ai un petit commentaire, s'il te plaît, sur le début de l'action. Qui illustre très bien en fait ce qu'on appelle le gegenpressing. Fallait la placer. Bah oui, parce que dans le fond, ce que c'est plus par rapport à. Ouais. Bon, là c'est un peu en moins bonne résolution, mais regarde, t'as vu, dès le début, les trois ont essayé de trap, d'enfermer le joueur. Et encore une fois, on a encore essayé d'enfermer le joueur. Simplement, lorsque tu te débarrasses très rapidement du ballon, même si on t'était cadré et qu'on essaye de venir te la récupérer, t'élimines. Tu vois, et tu vois, on voit à plusieurs reprises comment, grâce à des passes rapides, parce qu'il y a des façons quand même de sortir du contre-pressing grâce à des passes rapides, ben, tu es capable. Bon, là, il y a un peu de chance, mais le premier, on voit quand même que, regarde, les trois, on essaie de l'attraper, boum, on sort. Et là, on voit en fait finalement qu'est-ce qui généralement peut être la façon de sortir. Tu peux remettre encore un petit peu plus tôt. Là, tu vois, bah, lui, là, ce qui reçoit le ballon, c'est ce qu'on appelle le troisième homme. Donc, c'est une forme de 1-2 là, donc il passe la balle en arrière et tout de suite il va chercher le troisième homme et c'est comme ça que tu arrives à sortir de ce contre-pressing. Puis j'ai trouvé intéressant le vocabulaire de Jules quand il a dit déséquilibre tactique. Mais nécessairement quand tu arrives à sortir d'un ou deux rideaux de pressing, ben, l'équipe va être en déséquilibre tactique. Mais si tu veux qu'une équipe agressive aille chercher le ballon très haut, ben c'est ce comportement-là qui va avoir. Je suis d'accord avec toi, j'apporte juste un tout petit bémol sur ça, c'est qu'au final, quand ils vont pour encercler le joueur à 2 reprises, le problème que tu as quand tu fais un contre-pressing, c'est que généralement, il est aussi, il se déclenche pas individuellement. Là, sur les images, les joueurs qui le font, ils le font de façon individuelle. Il n'y a jamais de prise d'information ni derrière, ni de communication. Tu as vraiment l'impression qui se sont dit il faut la récupérer mais de façon très individuelle et tu peux le voir sur les images. Moi c'est ce qui m'a choqué, c'est que effectivement on a l'impression d'un contre-pressing, mais moi ce que j'ai l'impression c'est surtout de vouloir récupérer le ballon très très vite de façon individuelle en se disant je suis à côté, je peux l'avoir. Et moi c'est cette désorganisation en fait que je mets que je pointe du doigt parce que... Non, mais alors là, ça c'est ton interprétation. Genre, ah oui, c'est mon interprétation. Ça peut être un principe tactique, justement, ben, t'es à côté, tu vas chercher le ballon. Versus, comme, est-ce que lorsqu'il y a une touche comme ça, est-ce qu'on va être en bloc médian, on va tous reculer pour attendre, tu vois, comme les attirer. Donc là, mais je pense qu'il faut aussi être conscient que, ben, de toute façon, le foot, c'est toujours ça, c'est toujours des rapports de force et que si tu vas avec des principes tactiques justement de récupération haute, de récupération agressive, tu peux on va dire entre guillemets en 2-3 passes, à partir du moment où c'est très bien exécuté, te faire transpercer et faire éliminer l'équipe. Donc il faut aussi, il faudra, il y a toujours, voilà, il y a des avantages. Tu récupères très haut, eux t'arrives dans une situation où tu peux être dans un 6 contre 4 pour les Tigres, très bien. Et à l'inverse, ben, comme tu rates ta récupération, tout de suite tu fais. Et encore là, je trouve qu'ils étaient quand même assez en place malgré deux. Pardon, Red ? Les Tigres, pas les Tigres. Okay. Pour quelqu'un qui a dit Cincinnati pendant toute l'émission. Bref, comme là, on a deux façons, deux trappes qui ont été mises en place par les Tigresses. et qui malgré ça, on a quand même l'équipe est restée en place défensivement. Ça a pris quand même le centre au deuxième poteau avec 2 joueurs qui font l'appel dans la surface de réparation parce que Kay a choisi à ce moment-là de jouer latéral et non pas de perforer et de continuer son action. Tu sais, le choix qu'il fait, c'est de jouer latéral directement, donc l'action elle va perdre entre guillemets de sa rapidité et là ils vont repartir sur une attaque plus ou moins classique et ils vont réenclencher à chaque fois. Regarde ce que fait Vela, le double 1-2, ça remet comme un coup de rein,
sans forcément que tu la portes, mais ça remet le coup de rein dans l'action et ça redéséquilibre finalement Tigresse à ce moment-là. Et ça, c'est hyper difficile à faire. T'as dit Tigresse, toi aussi, c'est bien. C'est important, c'est un club mexicain, il s'appelle Tigresse, on va pas les appeler les Tigres. Ouais, parce que regarde, Red, s'il te plaît, juste 2 secondes. Et là tu vois, si je suis archi d'accord avec toi, parce que tu vois, tu sens que tu sais pas c'est quoi leur donnée tactique, parce que sur une touche, quand tu te fais éliminer 3 joueurs, c'est compliqué. Tu vois, là, il est seul. Et tu peux ne pas chercher à récupérer le ballon, genre comme tu le fais éliminer aucun joueur aussi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, exactement. C'est pour ça que je te dis, je sais pas c'était quoi, effectivement. C'est que mon interprétation, mais là, Kay, il peut aller accélérer, sauf qu'il choisit cette. Ouais, non, mais là, il peut pas accélérer. Kay, là, techniquement, là, il a quand même, il a fait 2-3 pas, il se faisait rattraper, puis ça se trouve devant, ils étaient tous en train de courir, Red, comme si le terrain, il durait. Red, il s'est fait rattraper parce qu'il regarde sa position du corps. Il a choisi directement de aussi. prendre Aussi. parce que tu mets Blessing qui est peut-être à sa place, qui est peut-être un petit peu plus trapu, un petit peu plus véloce sur ses appuis. Il va peut-être que Vela aussi. Non, c'est pas faux. Mais mine de rien, je trouve ça quand même assez impressionnant. Comme je pense que le coup est très bien joué. Sur la fin de la séquence, ils sont encore 8 à défendre au niveau des Tigres. Ouais, mais je trouve honnêtement, moi perso, après quand on regarde une action, après qu'on l'analyse, on peut toujours juger et critiquer la défense. Puis à chaque fois que je critique la défense, si tu dis t'abuses, nanana, mais je trouve quand même qu'ils sont très passifs lorsque Vela fait son double 1-2. Donc je trouve quand même que c'est très simple d'éliminer. Ils ont éliminé comme 4-5 joueurs là dans cette zone-là. Franchement, ça va trop vite là. Ils sont juste bons. Tu regardes là, je trouve avec Vela, à partir du moment qu'il a le ballon, je trouve ils sont passifs là, ces trois-là. Là. Ils vont tous les deux sur le même, c'est n'importe quoi là. Là, il y en a 2 qui vont sur le même là. Là, par exemple. C'est vrai que l'autre, lui, par exemple, lui, c'est ça. Il y va très relax. Lui, il regarde, il suit le ballon. Tu vois, tout le monde regarde un peu le ballon. Lui, c'est un peu normal qu'il va sur Vela. Et quand tu mets une pause, j'espère que les gars regardent le ballon. Ouais, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que comme ils sont quand même juste en position, genre ils sont attentifs. Ce que je te dis, c'est qu'après avoir fait comme ces pressings forts, aux 30 mètres adverses, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, il y a que 8 joueurs qui sont en train de défendre, peut-être même 9. Je trouve ça impressionnant, donc, comme ils ont été très agressifs en haut du terrain, et pour autant, il y a encore du monde, comme il y a quand même 2 lignes de 4 au moins, même je pense qu'il y a une ligne de 4, une ligne de 5 pour défendre. Et puis ça finit par un centre où, on est encore même dans le centre, on est encore dans du 2 contre 2 au niveau du centre. Comme le deuxième appel, il est bien, mais numériquement, des équipes qui font ça, généralement, se font complètement ouvrir derrière. Eux, ils ont réussi. Il y a un second effort. Tu vois, un joueur qui revient encore sur, je pense, d'ailleurs, sur Vela, d'ailleurs, mais qui vient en attaque vers Vela. Je trouve ça impressionnant au niveau de l'effort. Maintenant, le petit geste de Vela, là, du gauche, là, le petit geste de Vela, là, du gauche, là, c'est super. Enfin, c'est fort techniquement. Combien de joueurs te refont encore une passe latérale de l'autre côté? Et ne font pas l'instinct, c'est l'instinct. Ce petit geste-là. C'est réfléchi, ça. Il le fait. Là, c'est un joueur qui allait à l'école Wenger, ça. Vraiment, il le fait déjà avant même de contrôler. Il sait c'est quoi l'action. Et c'est pas du tout de l'instinct. C'est vraiment. Il sait quoi faire. Il sait quoi faire. C'est pas instinctif. Ce que je me souviens de ce match-là, c'est comment l'AFC avait un contrôle sur le match. Là. C'était plus ça avançait, plus on croyait finalement à ce premier trophée pour une équipe américaine. Et dès que Tigres a marqué le but, c'était fini. Là. Le match, là, on voyait dans les yeux de l'AFC, c'était mort. C'était 1-1. Ils avaient le contrôle du match, ils se prennent un but et dans leur tête, c'était fini. Tu sais, c'est fou comment que le match a viré rapidement. Les Mexicains ont pris le contrôle. Dans leur tête, ils allaient chercher ce but-là. C'était qu'une question de temps. Et c'est Gignac, là, justement, qui marque le deuxième là, sur ce match-là. Ouais. Mais... C'est fou parce que c'est mental tout ça, Nilton. Comme tu le dis, c'est que ils sont peut-être arrivés, tu sais, hyper conquérants, même dans le jeu, ça se voit. En plus, très bon avec le ballon. Mais c'était une surprise parce que l'AFC avait été éliminé tôt, donc ils se retrouvent comme ça en fin de saison en décembre,
pas de match dans les jambes, tout ça. Puis là, tout d'un coup, tranquillement, il se retrouve à la fin un peu par surprise. Il domine le jeu, il domine le match de façon aussi surprenante. Et il fallait juste la petite chose qui fait encore douter. Ils se sont fait éliminer tôt de Nilton parce que Carlos Vela n'a quasiment pas joué de la saison. Oh oui, mais ils sont fait détruire pas intéressé. Ils sont pas fait éliminer, ils sont fait détruire par Seattle. C'était genre, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que, oui, Vela, c'est la différence. Mais même son apport, je veux dire, ne serait-ce que d'être sur le terrain, sauf c'est. Non, mais Vela, c'est un top joueur en MLS, là. Genre, il est top, là, ce gars-là. En Europe, très franchement, ça fait peut-être pas longtemps que je suis vraiment assidûment la MLS. Mais après, bon, il y a eu des Zlatan, etc. Mais sa qualité technique et son élégance, je trouve. J'ai rarement vu encore. Après, c'est l'âge aussi. C'est l'âge aussi. Jovinko, il est venu plus jeune. Oui, non, mais c'est important l'âge aussi, dans le sens que comme, je sais pas, Lampard quand il est venu, Gerrard quand ils sont venus. Non, mais par exemple Jovinko aussi, Jovinko, il me faisait il était impressionnant parce que finalement il allait plus vite, il allait plus que tout le monde parce qu'il était très jeune, mais il m'a pas procuré le plaisir que me procure Vela. Moi, si, quand même, dans ses prises de balle, dans ses déplacements, là, Jovinko, je peux dire que. Je pense que c'est une question de goût, c'est différent. C'est un joueur qui était complet, justement. Vela, c'est probablement celui qui a eu la meilleure saison MLS là, de l'histoire avec ses 34, 35 buts. Ouais, en 2019, il a survolé. Là. C'était une saison extraordinaire. Mais c'est là où d'ailleurs il met un but incroyable. Là. Où il dribble, il redribble. Et tout. Je pense que c'est là. Non, mais c'est un super joueur. Hein. Mais après, comme Zlatan dit, il est dans la force de l'âge. Là. Il est dans, oui, bien sûr. Il est dans ses meilleures années. Il est quand même dans un championnat qui est plus faible que le niveau qu'il a vraiment. Tu vois, c'est quand même un mec qui, Arsenal, c'est un remplaçant, mais dès qu'il rentrait, c'est un joueur qui marquait de temps en temps. Puis quand il était à la Sociedad aussi, ça a été un très bon joueur en Liga. Genre, il a fait des bons matchs. Donc, c'est un gars, il est au-dessus de cette ligue, quoi. Là, maintenant, il a 31 ans. Ouais. Donc, c'est un peu la continuité de. Par exemple, avant de terminer, mais par exemple, Gonzalo et Higuaín, il a quel âge? Je pense qu'il doit être un peu plus vieux que Vela quand même. Vela, il est né en 89, je vais te dire. Higuaín, à mon avis, Higuaín, j'ai envie de te dire, il est peut-être un 87, je crois. Donc il est plus vieux. Très franchement, c'est peut-être très personnel. Mais exactement, 87, il a 33 ans. Mais c'est pas le même style de joueur déjà. Ils ont pas le même physique, ils ont pas. Oui, mais ils ont pas, c'est pas le même genre de joueur. Tu vois, il y en a un, pas en termes d'hygiène, mais juste déjà de physique. C'est pas un mec qui va être élégant quand il joue. C'est un buteur pur et dur, tu vois, alors que Vela, en équipe du Mexique, il peut jouer 10 déjà, tu vois. Je suis d'accord, mais je pensais qu'il allait être plus dominant, Gonzalo Higuaín. Higuaín, moi je trouve, c'est pour ça que j'avais mis Inter Miami dans mes équipes à surveiller. Je trouve que c'est un gars, s'il fait sa préparation depuis le début, il est là toute l'année. Ça peut être un joueur intéressant à voir dans quel état physique il va être, mais c'est un buteur, hein, partout où il est allé. Higuaín, il a marqué, hein, que ça soit à la Juve, que ça soit à Naples, que ça soit au Real. C'est un mec qui plante partout où il va, quoi. Donc moi je pense que c'est un mec qui va mettre des buts, quoi. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de problème. On est à bientôt 3 semaines du début du championnat. On attend ça avec impatience. Merci beaucoup, Reg, pour ce but. Fort intéressant. Merci à tous d'avoir partagé ces plus de 2h30 de live. J'espère que vous avez aimé être avec nous. N'hésitez pas, bien sûr, à continuer à nous supporter et à venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux. On est là pour ça. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.